Ne voulons pas de mal à votre planète. Salut les terriennes. Salut les terriens. Bienvenue dans votre talk du samedi soir. Bonsoir. 5 terriens de choix avec nous ce soir. Elisabeth Guigou. Elisabeth Guigou, bonsoir. Alors vous êtes ici ce soir, Elisabeth, parce que pour la 28e année consécutive, vous avez été élue Miss PS. Il serait temps de passer le flambeau quand même. Ça récompense la persévérance, voilà. Ouais. Michel Onfray. Michel Onfray, bonsoir. Ah, Michel, on a un message de Dieu Oui, je m'en doutais. qui dit que vous n'existez pas. Qu'il en fasse la preuve. Cyril Hanouna. Cyril Hanouna, mesdames, messieurs, la preuve qu'un petit stagiaire en compta qui aime bien montrer son cul peut devenir le nouveau Drucker. Et Chaka Ponk. Bravo. Alors, Sam et Fra, bonsoir. Bonsoir. Le groupe auquel vous appartenez, Chaka Ponk, est en tête des ventes. À l'occasion de la sortie de votre dernier album, vous avez été fait chevalier des arts et lettres par la ministre de la Culture. Vous avez prévu quoi pour le prochain album? La Croix de guerre, non? La Croix de Légion guerre, d'honneur, ouais. c'est pas mal. La Légion d'honneur. La Légion d'honneur. En P3, après Le Zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons notre terrien du samedi 20h ce soir, Aurélie Moncam Noubissi, dont le fils est mort lynché à Échirol en 2012. Malgré sa douleur, elle a décidé de ne pas céder à la colère. Voilà, nous sommes ensemble sur Terre jusqu'à 20h25 avec les Gréments de Fortune. Cyril Hanouna, rebonsoir. Bonsoir Thierry, merci. Alors, votre accès sur D8, touche pas à mon poste, cartonne à mort. Vous êtes très souvent la première chaîne sur les 15-34. Sur Europe 1, c'est un triomphe. Les pieds dans le plat fait 160 000 auditeurs de plus que Michel Drucker. Vous allez sans doute remplacer Laurent Ruquier l'après-midi. En tous les cas, vous voulez l'affronter le samedi soir. Tout ça, plus un nouveau prime sur D8, l'œuf ou la poule. On regarde à quoi ça ressemble. Merci. Allez, on passe à la question sac. On va maintenant jouer avec la reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre qui est, Evangélie? Margaret Thatcher. Mais non, mais non, Ah, il c'est ne sait pas Elisabeth non plus. II. J'ai demandé, il sait pas. Elisabeth. C'est la reine II. d'Angleterre. Voici la question. La reine Elisabeth II, qu'on embrasse, je sais qu'elle nous regarde, est la seule personne du Royaume-Uni qui peut voyager gratuitement en avion, conduire sans permis, ne pas payer d'impôts ou dormir sans crainte dans le même sac de couchage qu'Elton John. On va voir. Alors, la règle du jeu de l'œuf ou la poule, c'est très simple. C'est donner une émission à Cyril Hanouna, en fait. C'est ça. Non, c'est un jeu, c'est un nouveau jeu avec des célébrités. On voulait faire un nouveau format. C'est un format belge qui cartonne en Belgique. Ils ont fait 41% de part de marché. On fera pas ça. En tout cas, voilà, c'est jouer, apprendre des choses. Ça doit vous plaire, vous, un jeu où on apprend des choses, Michel Onfray. Oui, surtout ces choses-là. Oui. La reine d'Angleterre. Vous n'êtes pas fan d'Hanouna? Alors, il intervient à des heures où je ne suis pas devant ma télévision. Ah, vous êtes diplomate. Mais je peux changer, Michel. hein. De toute façon, sur D8, il n'y a que des rediffs d'Hanouna à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Alors, Pour Michel, je vais le faire. alors ce qui est bizarre, c'est que selon le magazine Stratégie, vous êtes l'un des animateurs les plus antipathiques du PAF avec Arthur et Benjamin Castaldi. Non, mais il y avait 15% de gens qui me trouvaient antipathique. D'ailleurs, ils sont dans le public aujourd'hui. Et je suis content qu'ils soient venus parce qu'ils me suivent partout, en fait. C'est pour ça. Donc, non, mais c'est vrai que ça m'a fait de la peine quand j'ai vu ça. Mais bon, moi, j'ai
C'est le jeu. D'habitude, c'était moi le plus antipathique. Non, c'est vrai. Je suis un peu jaloux, j'y Ouais. suis plus. Ouais, mais j'espère faire votre carrière, alors. Voilà, vous voyez, c'est tout ce que je vous souhaite. oui, bah. Alors, en plus, il est très, très difficile à imiter, regardez. Salut mes petites beautés, c'est Cyril Hanouna. Le gars, il fait son petit truc comme ça. C'est magnifique, je vais vous dire, mes chéris. On est en direct sur D8. Et D8, ça devrait s'appeler Direct Wham. Parce que si tu zappes à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, tu tombes direct sur Wham. Et voilà, très dur à imiter, très difficile. Alors, Cyril, Merci, Thierry. quand je pense qu'il y a 4 ans, Ouais. personne vous calculait, tout le monde C'est vous vrai. prenait pour un vendeur de roses pakistanais. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai. Ça, c'est tout le Pakistan. C'est bon. Toute votre C'est vrai, jeunesse, Thierry. ça, hein. Bah, à chaque fois que j'arrivais sur les plateaux, je croisais des animateurs, ils me disaient 2 euros, s'il vous plaît. Voilà. Ils me disaient, tu fais des bonhommes qu'on jette contre les murs ou pas? Oui, c'est vrai, bon, voilà. En même temps, pour travailler autant, vous devez avoir un vrai salaire de Pakistanais quand même, non? Oui, effectivement. Vous avez déclaré, je gagne 25 000 euros, et les gens, heureusement, ils ont cru que c'était par mois. C'est pas par jour? Non, vous êtes fou, quoi, par jour. Non, par jour. Non. Ah bon? Pour tout ce que vous faites, que 25 000? Non, mais Parce que c'était pas la peine de faire des études d'expert comptable pour gagner que ça, quand même. C'est énorme. C'est la honte pour tous les Hanouna du monde, Ah non, franchement, c'est énorme. Moi, c'est pas que je suis très content. Je suis très heureux comme ça. Regardez, avant, je n'avais pas des vestes avec un petit peu de velours comme ça, du velours lisse. Ça, je l'avais pas avant. Là, ici, il y avait du formica avant. Ouais, mais je vous le dis, donc, voilà, je suis très content. Non, mais c'est vrai. Ça, mes frères, bonsoir. Alors, qui est Chaka, qui est Ponk? Voilà, alors vous, c'est Sam, vous, c'est Fra. Le leader du groupe, c'est un singe virtuel qui s'appelle Goz. Il est sympa, hein? Il prend pas mal de place d'ailleurs, ça devient un peu énervant. Ouais. On va peut-être le virer. Enfin, l'avantage, en tous les cas, c'est qu'il va pas vous planter pour faire une carrière solo, lui. Non, mais à moins qu'il aille chez Gorillaz. Ouais. Alors, le genre de musique que vous faites, c'est un peu compliqué, hein? C'est une espèce de fusion entre le rock, le métal, le funk, le punk, l'électro, le hip-hop, c'est... Pour nous, c'est juste du rock. C'est du rock influencé. Mais on est en Du 2014. rock donc, influencé. Alors, sur scène, c'est énorme. Il y a des projections de couleurs fluo, il y a des sinuosites. C'est un peu comme une overdose d'exta quand vous êtes sur scène, non? Ouais, c'est un peu serait- psychédélique. c'est pour ça que ouais, ça marche. Ouais. Il y a quelque chose. Eh oui, ouais. eh oui. Alors, le groupe se compose d'une fille, donc vous, de 5 garçons, d'un singe. Alors, pour un gangbang, c'est formidable, mais pour un groupe, est-ce que c'est bien? Moi, je dis, je suis un peu le garçon de la bande, donc forcément. Ah, d'accord. Je pense que tu l'as plus. La Non, plus non, virile on a eu d'entre nous. beaucoup de mal à survivre à Désolé. des longs voyages en bus avec Sama. Juste, le groupe, vous êtes connu au mondial de la coiffure? Alors, Pour savoir. non, mais tu rigoles, Pour savoir. tu rigoles, mais on hésitait entre faire coiffeur visagiste ou groupe de rock. Alors, le 4e album s'appelle The White Pixel Ape. Dès la sortie, c'est classé juste derrière les Enfoirés. C'est rassurant de voir que vous vendez presque autant que Minimati qui chante, quand même. Oui, on aurait dû prendre des nains, en fait. Voilà. Mais con, on a pris un singe. Il vous manque un nain dans le groupe. On regarde à quoi ça ressemble. I'm seating, keeping Krispy Kreme in front of my screen. I see the whole world moving, something wrong with my jeans. Chaka Ponk, le 5, 6, 7 juin au Zénith de Paris, le 20 novembre à Bercy, et ensuite tous les Zéniths de France. Alors, on comprend pourquoi la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, vous a fait chevalier des arts et lettres. C'est vrai qu'elle vous a appelé Shakira Ponk, non? Ah non, mais. Non, ça aurait pu être marrant. Je prends. Alors vous aviez un t-shirt de rêve avec marqué « We don't give a fuck ». On n'en a Ouais. rien à foutre. Mais c'est un peu un principe de vie. En Ouais. général, je ne peux pas prendre les choses au sérieux, mais c'est vrai que dans ce contexte-là, ça a pris
une ampleur différente. Mais c'était pas une marque d'irrespect de ma part. C'est Mais le ça a t-shirt été- que vous mettez tous les jours, en Bah fait. ouais. Vous êtes très provo, hein. Vous avez enregistré un morceau avec votre ami Bertrand Cantat, Ouais. qui a créé la polémique. Enfin, c'est vrai qu'il faut faire la différence entre Bertrand Cantat, le chanteur, et Bertrand Cantat, le boxeur. Ouais, effectivement. Alors, sur scène, ils font du crowdsurfing, c'est-à-dire c'est quand on court sur la scène et qu'on se jette dans le public. Je vais vous montrer un exemple de crowdsurfing. Alors, c'est horrible. Barry White, un jour comme ça, il a tué 10 personnes. Alors, Cyril Hanouna, comme je le disais en commençant l'émission, touche pas à mon poste, cartonne. Faut dire qu'il s'y passe toujours quelque chose. Récemment, on a appris que Gérard Louvain était gay. Oui. Il a fait son coming out dans votre émission. Rassurez-moi, à cette heure-là, il n'a pas tout dit quand même. Non, pour l'instant, on attend d'autres choses, d'autres Bah oui. révélations, bien sûr, Oui. notamment sur ces implants capillaires. Et puis, il y a Enora. Oui. Enora Malagré, dont j'ai adoré l'interview de Pharrell Williams. Ah oui. Incroyable interview, on regarde. Yo, comment ça va? Ma couille, ma couse, yo, mon frère. On est là, on est dans une chambre d'hôtel, super sensuelle, super confortable. Et on est avec le grand, l'unique, le génie. Pharrell Williams. En fait, Pharrell, toi, t'es la trend attitude, quoi. Tu vois, t'es trendy, t'as le style. Moi, je voudrais savoir si l'enfant qu'il était serait l'adulte fier devenu. Alors ça, ce qu'il faut préciser aux amis téléspectateurs, c'est que ça, c'est la parodie. Exactement. Parce que l'original, Enora l'a fait interdire, évidemment, parce que c'était encore pire que la parodie. Non, mais lui, il paraît qu'il a bien pris le truc. Ouais. Pharrell Williams, qui dort à la maison actuellement. Non, Il mais est assez sympa. Qu'est-ce qu'elle prend, Enora, que je prenne pas la même chose? Alors, Enora, je vais vous dire, sa boisson, c'est la vie. Avec un sirop de bonne Ça humeur. défonce bien la vie. Ah, dis-moi. Alors, vous ne serez pas étonné, Oui. Cyril, que je vous fasse une interview. Enora Malagré. Wesh, how are you, baby? Are you really are, baby? Comment tu fais pour faire une télévision exigeante qui devienne à ce point poilante? On peut apprendre des choses en s'amusant, Eno, quoi. Alors, le mec, il est super à la mode. Est-ce qu'il a peur de se démoder? Grave. Grave. ouais. Ah, come on. You know I'm a bad girl? You're a bad girl. You're a ouais. bad girl. Ouais, Je veux savoir si l'enfant que tu étais Ouais. serait fier de l'adulte que tu es devenu. Mais l'enfant que j'étais grave aussi, tu vois, Oui. il aurait été under the sky, quoi. Oh, you're Voilà. a fucking genius. Bon, on rallume. Non, on va faire une autre interview. On va faire une autre On fait une interview. autre interview, d'accord. Très bien. Celle-là n'est pas possible. On va faire une interview comme tout animateur. Est-ce que, comme tout bon animateur, vous insultez vos assistants? Est-ce que connard est une insulte? Non. Alors ça va. Est-ce que, comme tout bon animateur, vous n'avez aucune culture? Posez-moi n'importe quelle question, allez-y. Non, franchement, je sais tout sur tout. Le nom des 3 petits-fils de Louis XV qui ont régné sur la France. Une autre, une autre. Est-ce que, comme tout bon animateur, vous avez fait des implants, Cyril? Alors, franchement, si j'avais fait des implants, est-ce que vous croyez vraiment que j'aurais choisi ça? Non. Non, forcément. On dirait un paillasson, mais on peut mettre welcome sur ma tête. Est-ce que, comme tout bon animateur, vous avez pris de la drogue? Une fois, j'ai fait la bise à Richard Virenque, je sais pas si ça compte. Non, mais- Bon, là, je préfère dire les choses. C'est peut-être ça. Est-ce que, comme tout bon animateur télé, vous avez rigolé en voyant Ruquier se planter sur France 2? Non, franchement, j'ai pas rigolé quand j'ai vu Ruquier se planter sur France 2. J'ai rigolé quand j'ai vu l'émission. Non, mais je l'aime bien en plus, Laurent. Vraiment. Est-ce que, comme tout bon animateur, vous regardez les audiences tous les matins? À tous les matins. Tous les matins? Non, mais franchement, je ne peux pas démarrer vraiment la journée avant 9h02, avant d'avoir les audiences. Ah ouais. Mais vraiment. Est-ce que, comme tout bon animateur télé, vous êtes malheureux au fond? Alors, je vais vous dire, je suis souvent malheureux. Et dans ces cas-là, je me mets tout nu devant ma glace.
Et tout de suite, ça va mieux. Ah, mais c'est vrai que ça... Michel Onfray, rebonsoir. Ravi de vous revoir. Alors Michel, vous venez dans cette émission parce que vous avez remarqué que c'est un formidable espace de liberté et d'intelligence, ou bien vous avez remarqué qu'il y avait toujours des bombasses au premier rang. Alors vous êtes ici ce soir pour un livre intitulé « Le Michel Onfraynisme pour les nuls ». Voilà, un livre exceptionnel, un livre essentiel pour ceux qui continuent à croire que l'athéisme, c'est ne pas boire de thé. Alors, vous êtes donc, Michel Onfray, l'un des plus grands philosophes hédonistes mondiaux. L'autre, c'est Marc Dorcel. Alors, ce qui est très marrant, Michel, je vais vous dire un truc. C'est-à-dire que vous êtes hédoniste. Normalement, les hédonistes, c'est ceux qui profitent de la vie. Mais vous n'avez pas l'air explosé. Comment ça se fait? Normalement, vous devriez avoir une super banane. Mais je l'ai. Ah bon, intérieurement, alors. Vous avez la banane intérieure, alors. Absolument. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit. Je reste le point levé, je n'ai qu'une philosophie. Alors, Michel, vous publiez chez Autrement « Le réel n'a pas eu lieu, le principe de Don Quichotte ». Alors, après une contre-histoire de la philosophie, vous faites une contre-histoire de la littérature. Oui. Là, c'est Don Quichotte. Don Quichotte. Et le Don Quichotisme. Après, il y aura Dante et ce qui est dantesque, Sade et ce qui est sadique, Goethe et ce qui est faustien, Kafka et ce qui est kafkaïen. Voilà. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, le pitch, c'est en fait une étude sur la capacité des hommes à nier la réalité et à voir ce qu'ils veulent voir. Ouais. Tout le monde connaît Don Quichotte et tout le monde connaît le personnage qui s'en va Ouais. attaquer les moulins en disant ce sont des géants. On a beau lui expliquer que ce sont vraiment des moulins, il dira non, non, ce sont des géants. Ouais. Parce qu'il a en tête cette idée que la chevalerie, c'est la vérité du monde. Il a lu plein de livres sur la chevalerie et il y croit. Donc il y a plein de gens qui sont dans cette logique-là. Ils ont lu plein de choses, ils ont entendu plein de choses, ils ont été formatés par des idéologies, la politique bien sûr, mais la religion également. Et puis la réalité ne les intéresse pas. Ils veulent absolument que leur idéal triomphe. Et quand la réalité fait voir que l'idéal se trompe, eh bien ils changent de réalité, mais ils gardent l'idéal. Ouais. Alors, vous appelez ça le principe de Don Quichotte. Moi, j'aurais plutôt dit le syndrome François Hollande. Bien vécu. Ah oui, C'est commun à toute la classe politique. oui, oui. Ils ne voient que ce qu'ils veulent voir, en fait. Oui, la réalité, on la congédie et puis on la transforme, on la transfigure. L'inversion de la courbe du chômage, c'est pour la fin de l'année. Ça n'a pas eu lieu, mais c'est pas grave, on continue tout de C'est même. vrai. Mais ils ont tous fait ça. Tous Ouais. fait ça. On a la mémoire du présent seulement et on a oublié la mémoire du passé. Mais si on démarrait ne serait-ce qu'en 81, on verrait ce que ça a donné, le socialisme au pouvoir, et ce que ça donne depuis Oui, oui. l'alternance des libéraux de droite et de gauche au pouvoir depuis un Vous quart de connaissez siècle. la phrase de Woody Allen. Si tout n'est qu'illusion, j'ai payé ma voiture bien trop cher. Elisabeth? C'est vrai qu'on a besoin en politique d'avoir une dose de volontarisme, sinon ça avance pas. Si on s'en tient à la réalité telle qu'elle est et qu'on ne veut pas la changer, c'est pas la peine de faire de la politique, bon, déjà. Et ce qui est très vrai, c'est qu'on perd la mémoire. On n'a pas la profondeur de l'histoire, et ça, c'est très dommage. Mais moi, j'aime bien Don Quichotte. Ben, c'est pour ça que vous êtes socialiste, hein. Ce qui est très marrant, c'est qu'en fait, Sancho Panza, lui, c'est un réaliste. Non, mais lui, je l'aime bien, lui, par contre. C'est vraiment Ouais. un personnage intéressant parce que c'est l'homme du peuple, il ne sait pas lire, donc il a un bon sens populaire. Lui, il regarde la réalité et puis il croit ce qu'il voit. Et Ouais. puis, et voilà, l'autre, il voit ce qu'il croit. C'est pas exactement la même chose. Vous avez déclaré « On crève de cette gauche qui a des idéaux et qui est incapable de les réaliser ». C'est ça, c'est du don quichotisme, en fait. C'est du cynisme plus qu'autre chose. Moi, j'ai compris en 83 que Mitterrand, c'était un personnage qui avait rompu avec le socialisme, avec la gauche, avec les idéaux, pour le coup, au profit du pouvoir. Et l'Europe lui a servi pour garder le pouvoir, pour s'y maintenir, pour faire le président dans l'histoire. Évidemment, je ne partage pas, mais je veux dire, c'est un portrait à charge. Ah, mais c'est vrai qu'en 83, il y a eu un aggiornamento des promesses de 81, comme aujourd'hui, avec moi, je- Hollande, il y a un aggiornamento des promesses de 2012. C'est vrai. En 83, pour revenir à Don Quichotte, on a fini par regarder la réalité en face. C'est-à-dire Oui. qu'on n'était pas tout seul. Moi, je prétends
que c'est Michel Onfray qui est Don Quichotte. Non, mais ça fait 30 ans que vous permettez au Front National d'être là où il est. Je trouve qu'on peut avoir de la mémoire. Vous regrettiez tout à l'heure qu'on n'ait pas de mémoire. Moi, j'en ai. Vous n'en avez pas. Je vous dis simplement si. ce qui s'est passé depuis un quart de siècle. Si, Je j'en vois ai. simplement l'instrumentalisation de Jean-Marie Le Pen. C'est facile de détester Marine Le Pen aujourd'hui. Moi, je préfère détester ceux qui ont rendu possible Marine Le Pen. Et qui vous en faites partie. Et qui Le socialisme qui a trahi, qui a trompé, la gauche Mais qui a non, oublié, mais le non, prolétariat, mais les non. ouvriers, le Écoutez, peuple. Mais non. Mais non, vous savez, mais non. ici, on est à Aubervilliers, dans ma circonscription. Ça fait 12 ans que je suis élue ici et réélue. Si j'avais trompé mes électeurs, je ne serais pas là avec Mais vous ils n'ont pas le choix, aujourd'hui. les électeurs. Voilà. Le mécanisme de la Ve République fait que c'est un coup l'UMP, un coup le Parti Socialiste. Et accessoirement, de temps en temps, un type du Front National Qui ou un vous type du voudrez- Front de qui gauche. vous- Donc qui vous vous êtes voudriez dans voir un créer un fauteuil. parti Non, mais Créer un parti vous n'avez qu'à me lire. Voilà. J'écris des choses. Moi, je ne suis pas dans un parti politique. Ah ben voilà, J'ai créé oui, mais l'Université c'est ça, c'est populaire il y a tellement 12 facile. ans. Non, c'est trop facile. Mais attendez, j'ai fait plein Oui. de choses. Moi, de mon côté, j'ai pas besoin d'être payé pour faire des choses de gauche. Moi, je le fais bénévolement et gratuitement. Ah bon, Donc tenez-vous très un peu bien. au courant. Vous êtes un saint. Et non, mais j'ai pas fait profession de me servir de la misère des gens en prétendant que je vais m'occuper d'eux alors que je ne m'occupe pas d'eux. La seule chose qu'on pourrait dire, Elisabeth, c'est vrai que chaque fois que la gauche est élue, il lui faut à peu près 2 ans pour se rendre compte de la réalité. Ce qui serait bien, c'est de se rendre compte 2 ans avant. Je suis d'accord avec vous. Voilà, c'est tout. Et surtout, on aurait dû être beaucoup plus net pendant qu'on était dans l'opposition. Ça, je suis Oui. d'accord avec vous. Si je peux dire un truc, papa et maman, c'est la dernière fois que je viens dîner avec vous. Moi, je vous aime beaucoup, j'aime tous les deux. Alors, Michel Onfray, dernière question. Est-ce que, pour nous sortir de la crise, vous croyez plus en Dieu ou en François Hollande? Ni l'un ni l'autre. Vous ne serez pas surpris, Michel Onfray, que je vous fasse une interview croyance. Alors, première question. Une prochaine guerre de religion, j'y crois pas? Elle est déjà là. La monogamie, j'y crois pas? J'y crois pas. C'est comme Dieu, on n'a pas de preuves. Hein, l'islam est dangereux, j'y crois pas? J'y crois. Lisez le Coran, lisez les hadiths du prophète. C'est antisémite, c'est misogyne, c'est phallocrate. C'est dans le Coran. Hein. Moi, je l'ai lu. C'est une caricature. Oui, bien sûr. C'est vous la caricature, qui n'avez pas lu le Coran, c'est une caricature qui de n'avez pas lu l'islam. tout ça, qui avait un C'est une caricature jugement, de effectivement. l'islam. Mais Ça, vous ce confondez sont les l'islam et religions. l'islamisme. Je parle des religions. L'islam, c'est la même chose pour moi que le judaïsme, c'est la même chose que le christianisme, c'est la même chose pour toutes les religions qui nous mettent à genoux. Oui, il faut dire qu'il est aussi violent sur les autres religions que sur l'islam. Donc, alors, BHL et de gauche, j'y crois pas? J'y crois pas du tout. C'est marrant. Enfin, ceci dit, si, il est socialiste, oui, bien sûr. Oui. L'Europe est condamnée à mourir. J'y crois pas? Elle est déjà morte. Juste, je vais partir avec maman avec ce qu'il a dit sur l'islam. Je respecte. DSK se présentera en 2017. J'y crois pas? Tout est possible. Sheila est un homme. J'y crois pas? J'y crois pas, non. Jésus a marché sur l'eau. J'y crois pas? Je ne crois pas à Jésus déjà, donc... Ah ouais. C'est compliqué, là. On peut aimer la même personne toute sa vie. J'y crois. La taille, ça compte? 2. Revenez au Bercagne. Il revient vers papa. Elisabeth Guégourot, bonsoir. Alors, Elisabeth, vous êtes présidente de la Commission des Affaires étrangères et députée PS de Seine-Saint-Denis. Elisabeth Guigou, vous savez que c'est grâce à vous que j'ai découvert que le socialisme pouvait avoir de beaux yeux. Ça a été une révélation pour moi. Alors, vous avez déclaré un jour, alors ça, avant 68, j'ai été un peu hippie. C'est quoi un peu hippie? Vous avez mis un soir une fleur dans vos cheveux, c'est ça? Non, mais c'est vrai que j'ai fait un mémoire sur Jack Kerouac. Oui. Sur la route, j'ai adoré cette littérature-là. Ah oui. The Beat Generation. Ça s'est arrêté là. Vous n'êtes pas parti sur la route avec un sac à dos, je veux dire. Si, Eh. j'ai fait ça. Non, parce que j'aime pas perdre le contrôle de moi-même. Bon, tant pis. Alors, en 1981, vous êtes entrée à l'Élysée comme conseillère de François Mitterrand. C'est quoi le nœud blanc, là? Écoutez, franchement, c'est affreux, Ouais. mais c'était la mode à l'époque. Alors, Ouais. C'était Pâques. c'est vraiment très moche. Cyril Hanouna, mesdames, messieurs. Alors, c'est là que vous avez vu arriver François Hollande et Ségolène Royal. Quand vous avez vu arriver, vous imaginiez leur carrière, tous les deux? Non, pas du tout. C'est dingue. Hein. Alors, ce qui vous a le plus surpris,
c'est que Hollande devienne président de la République ou qu'il séduise Julie Gaillet. Franchement, soyez honnête. Quand François a été élu président de la République, franchement, j'ai dit chapeau parce que tout ce qu'il faut faire, Ouais. s'il faut avoir comme capacité à résister aux coups, à laisser glisser et en même temps affirmer des convictions, moi je dis formidable. Après, la photo, moi, elle m'a surprise comme tout le Ouais. monde. Hein. Alors, Hollande et Gaillet, Montebourg et Elsa Zilberstein, c'est marrant qu'aujourd'hui, en fait, les hommes politiques sont plus populaires auprès des actrices que des Français. Bah, tant mieux pour eux. Hein. Elles sont de très très jolies femmes et Oui. à mon avis, elles ont une tête aussi. Ouais. Mais bon, à ce rythme-là, nous, on pécho qui derrière Bah ouais, ouais. Mais bon, il reste plus personne. Nous, on se fait chier à faire de la télé. Ah, quoi. C'est bon. Alors, vous devez être très populaire auprès de François Hollande en tant que jolie femme, non? Je sais pas. Donc, vous espérez quand même qu'il va vous nommer commissaire européen. Oui, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, oui. Le problème, c'est qu'il y a également Moscovici qui est sur le coup. Il dit, Moscovici, que Hollande lui a promis. C'est un mec qui croit aux promesses d'Hollande. Quand même, non, sérieusement. Moscovici à la Commission européenne. Harlem Désir aux affaires européennes. Ça fait 2 losers à Bruxelles. Il aime pas l'Europe, Hollande? Non, écoutez, d'abord, que Pierre Moscovici soit candidat, ça me paraît tout à fait légitime et Ouais, normal. bah oui, il a plus de boulot. Bon, voilà. Je pense qu'Harlem Désir peut être un bon ministre des Affaires européennes, oui. Sans blague. Oui. Laisse tomber. Harlem Désir. Bon, alors, vous, en tous les cas, l'Europe, on peut pas dire, mais c'est votre dada. Hein. Vous avez Ouais. déjà publié 4 livres. Là, on en est au 4e. Hein. Vous préparez l'Europe fait du ski, l'Europe à Saint-Tropez. L'Europe contre-attaque. Ah, Franchement, l'Europe contre-attaque. Oui. L'Europe contre-attaque, Oui, voilà. l'Europe contre-attaque. Alors, cette fois-ci, donc, vous publiez au Cherche Midi l'Europe, les défis à venir de la première puissance économique mondiale. Alors, le pitch, c'est assez paradoxal. De la crise naîtra la nouvelle Europe. Je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire qu'on a besoin de l'Europe dans le monde d'aujourd'hui, parce que on est, nous, Français, 60 millions, c'est bien, mais ça fait moins de 1% de la population mondiale, donc on a besoin de s'unir pour être plus fort, mais qu'il ne faut pas faire l'Europe que nous ont fait les libéraux et les conservateurs, ça c'est vrai. Ouais. Il y a quand même une aspiration de tous les peuples européens qui sont à l'extérieur d'Europe, et même de certains qui ne sont pas en Europe, si on pense aux Tunisiens, par exemple. Hein. Pourquoi t'es tunisien, toi? C'est marrant, parce que les Tunisiens, c'est plutôt des mecs qui parlent avec les mains, comme ça et tout. Pas du tout moi, c'est vrai. C'est pas toi. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. J'ai tout pris de ma mère. Alors Ah oui, ils se tournent tous vers les valeurs européennes, vers ce que représente l'Europe. D'abord des valeurs, c'est la diversité, c'est la tolérance et c'est l'ouverture aux autres. Voilà. Alors après, il y a la gestion telle qu'elle a été faite par les libéraux conservateurs. Et ça, c'est vrai, ça nous a menés dans le mur. Ouais. On a tout lâché à des marchés financiers, des acteurs financiers qui étaient devenus fous. Et on n'a pas su réagir à temps. Donc ça, il faut que ça change. Hein. Eh bien, on va en parler. On passe maintenant à l'actualité de la Terre avec l'édito de Blacko. Et c'est Benjamin Masse-Stamberger, journaliste économique à l'Express, que nous retrouverons sur ce plateau après le Magnéto. Ce soir, nous poserons la question, faut-il sortir de l'euro? Faut-il en finir avec l'euro? Rien qu'en posant la question, on a l'impression que le ciel va nous tomber sur la tête. Si on sort de l'euro, la colère des banques et des marchés s'abattra sur la France. Les prix grimperont en flèche, les épargnants seront ruinés, les banques feront faillite et ce sera le triomphe du populisme comme aux heures les plus sombres de notre histoire. Aujourd'hui pourtant, Marine Le Pen n'est plus la seule à réclamer la sortie de l'euro. Avant le cataclysme financier. En février, Marianne se posait la question à la une. Et ce mois-ci, ce sont des journalistes de l'Express et de l'Expansion qui publient un livre pour casser l'euro. Au PS et à l'UMP, en revanche, pas question d'envisager une sortie de l'euro, car ça reviendrait à admettre qu'ils se trompent depuis 15 ans. Pourtant, tout le monde sait bien que l'euro n'est pas adapté à notre économie. Dans son discours de politique générale, Manuel Valls lui-même a critiqué l'euro fort. Et les efforts que nous faisons sur la réduction de nos déficits, sur nos réformes structurelles, sur la compétitivité des entreprises, sur le coût du travail, ne doivent pas être balayés par un niveau trop élevé de l'euro. Malheureusement, le Premier ministre de la France n'a aucun pouvoir sur l'euro.
Celui qui décide, c'est Mario Draghi, le président de la BCE. Et pour Super Mario, pas question de baisser l'euro pour s'adapter à la France. Au contraire, c'est la France qui doit s'adapter à l'euro, en coupant dans ses dépenses et en améliorant sa compétitivité. Ben voilà, c'est pour ça qu'il faut sortir de l'euro. Si on revenait au franc, Manuel Valls pourrait enfin mener une politique monétaire favorable à notre pays. Et je suis sûr que vous partagez cette idée. Il suffirait de dévaluer le franc de 20% et immédiatement, notre économie redeviendrait compétitive. Au lieu d'améliorer la compétitivité sur le dos des salariés, mieux vaut dévaluer la monnaie. Si du jour au lendemain, le prix de nos voitures baisse de 20%, elles se vendront comme des petits pains. Rien de tel qu'une bonne dévaluation pour relancer l'industrie et créer de l'emploi. La preuve, quand De Gaulle est revenu au pouvoir en 1958, il a dévalué de 17,5% pour relancer l'économie. Nous devons placer notre franc sur une base où il soit inébranlable. Ah là 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 là, quand on pense qu'il suffirait de revenir au franc pour que tous nos problèmes soient réglés d'un coup de baguette magique, on se demande pourquoi la France n'est toujours pas sortie de l'euro. Et l'on se réjouira de revoir fleurir aux étalages les étiquettes depuis longtemps oubliées. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Benjamin Mastemberger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste économique à l'Express et vous venez de publier avec 3 confrères « Casser l'euro pour sauver l'Europe » au lien qui libère. Bienvenue parmi nous. Alors, faut-il en finir avec l'euro? Alors l'euro aujourd'hui, il est à 1,40 $. Alors ça annule tous les efforts qu'on peut faire de compétitivité dans les pays européens. Tout le monde attend le bon vouloir de Mario Draghi. Le problème, c'est que Mario Draghi, il n'a jamais été élu par personne, en fait. Oui, absolument. On a mis en place un système avec une BCE, une Banque Centrale Européenne indépendante, qui a été faite sur le modèle allemand, grosso modo. C'est-à-dire qu'on avait le marque. Pour rentrer dans ce système, les Allemands ont mis en place un certain nombre d'exigences, qu'on se préoccupe d'abord de l'inflation. La croissance ne fait pas partie des éléments importants pour la Banque Centrale Européenne. C'est ça qui pose vraiment problème, effectivement. Alors, ce qui est intéressant avec vous, c'est que d'habitude, les gens qui sont contre l'euro, c'est des gens du Front National. Et vous, vous n'êtes évidemment pas Front National. Non, pas du tout. Mais votre raisonnement économique vous amène à penser ça, parce qu'on ne peut pas dévaluer. Ça serait pourtant la seule solution pour baisser la fiscalité et éviter la baisse des salaires, quoi. Absolument. Effectivement, on nous met tout le temps en avant les réformes structurelles. On nous dit il faut faire des réformes structurelles, il faut diminuer les dépenses de l'État, et ça pèse, comme ça a été dit, sur les salariés, en définitive. Et en réalité, on voit que tous les pays qui ont fait des réformes structurelles, ça s'est accompagné d'une dévaluation à chaque fois. On nous met en avant le Canada qui a fait des baisses de dépenses, il l'a fait en même temps qu'il a fait une dévaluation. On nous parle de la Suède, c'était exactement la même chose. Et donc, si vous voulez demander des efforts, surtout dans une période de crise où il n'y a pas de débouché pour les exportations, il faut forcément en même temps qu'on donne un bol d'air à l'économie. Et donc, pour ça, soit on dévalue la monnaie, ou soit on fait peser les efforts sur les salariés. On voit ce qui a été annoncé par Manuel Valls. Donc, pour vous, l'euro est le cheval de Troie de la rigueur, en fait. Absolument. La zone euro est la zone du monde où la croissance est la plus faible, quasiment. On nous a dit que ce sera un bouclier contre les crises financières. On a eu la crise financière la plus violente quasiment depuis 70 ans. On nous dit que ça va protéger le modèle social français. Et maintenant, on voit bien qu'il est plus protégé. Voilà, là. des économistes de gauche maintenant nous disent qu'il faut casser le SMIC, qu'il faut revenir sur tous les acquis sociaux, qu'il faut diminuer les prestations sociales. Parce que justement, on refuse de revenir sur cette idée. Parce que simplement, il faudrait expliquer après pourquoi on s'est trompé. Si on voit des mecs de l'Express qui commencent à être contre l'euro, ça quand même... Moi, je suis très heureux d'entendre ce discours-là à gauche. Justement, arrêter de faire de l'idéologie en disant Marine Le Pen pense que. Le problème, c'est pas de savoir si Marine Le Pen pense ceci ou pense cela. Il faut savoir si c'est juste, si c'est vrai. Dur pour vous, là. Il faut que je réponde d'abord. C'est vrai qu'on n'a fait que la moitié du chemin. On a fait une monnaie unique sans avoir un gouvernement économique. Et donc, on n'a pas de démocratie. Là où je me sépare de vous, c'est que je ne crois pas que revenir en arrière serait la solution. Pourquoi ? Parce que je sais qu'on a expérimenté, moi qui ai de la mémoire, je me souviens très bien de ce que c'était avant qu'on ait l'euro. On allait de dévaluation en dévaluation. Alors c'était la surenchère entre pays européens qui n'arrêtaient pas de dévaluer plus que le voisin. Donc on était dans des spirales
qui nous ont mené d'ailleurs au début des années 90 à une crise économique épouvantable. Moins que celle dans laquelle on est. Moins grave que celle dans laquelle on est. Couplée à une hausse des prix. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire l'euro. Et aussi pour partager le pouvoir avec les Allemands. Parce qu'avant qu'il y ait l'euro, on était dans une zone marque et on était obligé de suivre l'Allemagne. Alors moi, j'aimerais bien savoir ce que vous préconisez pour changer ce qui doit être changé. On veut remplacer la monnaie unique par une monnaie commune. C'est-à-dire qu'on a un euro franc, un euro marque, une euro lire et un panier de monnaie qui ensuite flotte librement. C'est la monnaie commune qui flotte librement après à l'extérieur de la zone euro. Je vais vous dire, votre système, il suppose qu'il y ait un contrôle d'échange et un contrôle des mouvements de capitaux, c'est-à-dire qu'il suppose qu'on revienne au système des années 50-60, dans lequel on se barricade vis-à-vis de l'extérieur, mais si bien sûr, l'investisseur algérien qui est en train de racheter Fagorbrandt, vous croyez qu'il viendra dans un système comme ça? Bien sûr que non. Ben oui, parce qu'il ne saura pas dans quelle monnaie il va pouvoir investir. Tout ça est très technique. Benji, je peux vous appeler Benji? Benji, il y a des pays qui n'ont pas l'euro. L'Angleterre, la Suède. Comment ça se passe pour ces pays-là? Ça se passe très bien. Aïe. C'est-à-dire, effectivement, la monnaie est un instrument de souveraineté. Ouais. C'est-à-dire que c'est un instrument qui est voué à être utilisé au service des citoyens et pas l'inverse. Oui, mais attendez, est-ce que ça se passe bien en Angleterre et en Suède parce qu'ils n'ont pas l'euro ou parce qu'ils ont fait les réformes que les différents gouvernements français, que ce soit Sarkozy ou Hollande, on les met dans le même sac, n'ont pas eu le courage de faire? C'est-à-dire, c'est les deux. Si vous voulez faire des réformes qui sont difficiles, qui sont douloureuses, demander des sacrifices, je ne dis pas qu'il ne faille pas le faire, mais vous ne pouvez pas le faire là, dans la situation dans laquelle on est, c'est-à-dire de crise violente. Tous les pays sont en récession, on fait tous des économies en même temps. Du coup, ça contracte la demande, c'est-à-dire que les gens n'achètent plus, il y a des autres impôts, etc. Donc à partir de ce moment-là, si vous rajoutez à ça encore des baisses de dépenses, vous plongez continent européen dans ce qu'on appelle la déflation. Et ça, c'est très intéressant et je partage cette analyse. C'est-à-dire on ne peut pas additionner les plans d'austérité. Il faut absolument relancer la croissance. Il faut qu'on dise à l'Allemagne, investissez davantage chez vous, en contrepartie, en effet, des efforts que nous faisons pour rétablir notre compétitivité. Chacun doit faire une partie du chemin, mais ce n'est pas en supprimant l'euro, qui est devenu la deuxième monnaie de réserve mondiale, qu'on va résoudre ces problèmes. Alors on peut dire, il faut que l'Allemagne fasse ci et fasse ça, mais les Allemands, ils ne veulent pas payer pour les pays du Sud, donc ils ne le feront pas. Quant aux Suédois, oui, ils ont fait leurs réformes, à nous de faire les en dévaluant la monnaie. Bien, alors, le mot de la fin sera... Alors, on n'est peut-être pas les mieux placés dans Chaka Ponk pour parler de sortir de l'euro, puisqu'on a eu beaucoup de mal déjà dans ce groupe à sortir de l'euro. Donc, l'euro, n'en parlons pas. Benjamin, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci. Et nous accueillons notre terrien du samedi 20h ce soir, Aurélie Moncam-Noubissi. Bonsoir. Bonsoir Thierry. Alors Aurélie, le 28 septembre 2012 à Échirolles, dans la banlieue de Grenoble, Kevin et Sofiane, deux copains de 21 ans, étaient lynchés à mort dans un parc par une vingtaine de jeunes venus d'une cité voisine. Vous êtes Aurélie, la maman de Kevin, et vous publiez chez Bayard un livre intitulé « Le ventre arraché » où vous expliquez votre combat contre la haine que vous refusez. Pour vous, la vie est plus forte que la mort. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. Et maintenant, j'accueille Gaspard Proust pour « Elle est pas belle, la vie ?» Donc bientôt Pâques, bientôt ma fête. Ah bah ouais, qu'est-ce qu'un humoriste cynique, sinon une sorte de Christ qui prend sur lui tous les péchés du monde pour les tourner en joie, hein? Bien sûr. Non, sérieusement, l'heure est beaucoup plus grave. Les sondages, t'as vu ça? 40 points dans la tronche de Hollande. Valls 58, Hollande 18. Comme quoi, pour plaire au pays, le mieux encore, c'est d'arriver dernier aux primaires du PS. Hein. Non mais, Madame, moi je comprends pas, c'est un différentiel énorme. 40 points. T'as l'impression que Valls a gagné à l'Eurovision et que Hollande est soupçonné de détournement de mineurs. Enfin, il y a un truc, tu vois, faut pas exagérer. De toute façon, si ça continue comme ça, Valls, il va devoir se séparer de Hollande.
Ah oui. La cohabitation, ça va vite faire des gars. Hein. Moi, je vois déjà la phrase Chirac à propos de Sarko qui a dit « Je décide, il exécute ». Hollande, il pourra bientôt dire à propos de Valls « J'hésite, il m'exécute ». Alors, c'est pas le plus important. Le plus important en ce moment, c'est l'Algérie. Ouais. Et parce que maintenant, ça va, quoi. Ça va. Moi, j'en ai assez de voir Bouteflika stigmatisé, moqué à longueur de journée. Le mec, il est pudique, il est pudique. Parce qu'il va pas caresser le cul des moutons, ça y est, c'est un légume. Moi, j'ai habité 12 ans en Algérie, c'est un beau pays, et j'en ai assez de ces préjugés. Parce que on pourrait pas être un peu fier de la médecine française. Enfin, depuis qu'il s'est fait soigner en France, le mec, il a même plus besoin de se montrer. Il est là. On a quand même les meilleurs thanatopracteurs du monde, quoi, je veux dire. Enfin, chez moi, j'ai acheté un renard empaillé. C'est mon côté nature et découverte. Et on regardait la télé, tranquille. Le renard, il a vu Bouteflika, il était jaloux. Il était comme ça. Hein. Non, l'Algérie, c'est un vrai pays, c'est un pays jeune. 70% de la population qui a moins de 30 ans. Et moi, je pense que l'Algérie, elle a besoin d'un mec d'expérience. On est d'accord. Bouteflika, il a quand même connu la grand-mère de Giscard. Qui connaît vraiment Abdelaziz? Qui sait encore que, lors de la Commune de Paris, il était estafette sur les barricades? Bouteflika, c'est un destin. Moi, à l'âge de 10 ans, lorsque le dé d'Alger donne les clés du pays à la France, Abdelaziz s'enfuit à Paris, où très vite, il ouvre une gargote place des Vosges. Intime de Zola, nègre de Victor Hugo, il est introduit dans le showbiz de l'époque où Abdelaziz se fait rapidement appeler Zizi Pop. Là, il fait la teuf avec Rodin, il se bat avec Puccini, il fait un gosse à Sarah Bernard, puis s'enfuit avec Arthur Rimbaud à Ibiza pour mettre au point les rimes riches et la cocotte minute. Ça, vraiment. Et là, c'est rien, c'est encore rien. Hein. La guerre éclate, ça va le révéler définitivement. Qui se souvient encore que c'est lui qui a soufflé l'idée des taxis de la Marne à Joffre? Moi, je revois la scène, tu sais, dans le taxi, Joffre qui dit « Allez, au front !» Et l'autre qui dit « Oh, vous avez un itinéraire préféré ou quoi ?» Joffre « Non !» Et Boutef qui répond « Je crois que c'est mieux, on passe par la Marne. » Putain de génie tactique, quoi. 20 ans plus tard, c'est toujours le même qui sautera d'un ULM. Je rappelle qu'il a 150 ans à l'époque. Sautera sur les plages de Normandie, libère Calais, Le Havre, Toulouse, Nouakchott, le rayon death metal du Virgin Megastore avant de sauter sur un Vélib, foncer vers Stalingrad, prendre les Allemands en revers. Putain, ça c'est un mec, quoi. Jamais il s'arrête. La guerre est finie, mais Boutef, il s'emmerde, alors il agit. Après avoir traversé 3 fois l'Atlantique à la nage, en marche arrière et en apnée, et descendu la face nord de l'Everest en bobsleigh, il enchaîne 7 fois. Il gagne le Tour de France. Devant Louison Bobet, Raymond Poulidor, Lance Armstrong, à qui il piquera le maillot jaune, et grand seigneur, il lui filera la djellaba de son pote d'enfance, Laurence d'Arabie. Et ça, parce que Boutef, c'était pas un aventurier, c'était un intellectuel, monsieur. En 1906, au concours Lépine, dans la foulée du dépôt de 3 brevets, dont un pour le deltaplane, le trombone à coulisses et le fil à couper le céleri rave, il invente la fibre optique, le modem, la Freebox. C'est encore trop tôt. De retour de la fosse des Mariannes, où il établira le record du monde de la recherche de boîtes nard en apnée et slip lycra, il est embauché dans une start-up californienne. Ils font de Google, Apple et une chaîne de fast-food spécialisée dans les cupcakes. Activités qui lui laisseront quand même le temps de pratiquer sa passion. Ses arrangements musicaux pour Stevie Wonder, les Clash et les Pet Shop Boys. Seul ombre à sa carrière, une apparition assez décevante dans Les Aventuriers de l'Arche perdue. Néanmoins, il se rattrapera plus tard en inspirant à Hergé le touchant mais pénible personnage d'Abdallah dans Les Cigares du Pharaon, bien sûr, et son film français majeur, Bouteflike ou Voyou. Alors quand je vois les jeunes cons là, accrochés à leur PlayStation, quand ils ont la chance d'avoir à la tête de leur pays un mec qui a fait sauter sur ses genoux Haroun Tazieff. Ouais. L'Algérie. Pardon. Alors, pour le reste de l'actu, Schumacher, phase de réveil depuis le 30 janvier, ça y est, il y a des progrès. C'est pas encore ça, hein, c'est pas encore ça. Il arrive à dire maman, mais seulement quand on lui montre un brocoli. Bonne nouvelle de la semaine, clac. Alors, il paraît que Hollande a toujours la photo de Trierweiler sur son bureau. C'est pas une photo, c'est un tableau de chasse. Beau gosse. Alors, elle est pas belle, la vie? C'était Gaspard Proust.
Je vous retrouverai ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur Canal Décalé et sur canalplus.fr, pas de semaine de Gaspard Proust. Demain à 15h sur Canal pour cause de tennis. On passe maintenant à notre terrien du samedi 20h. Aurélie Moncam-Noubissi, rebonsoir. Bonsoir Thierry. Vous êtes née le 11 avril 1959 à Ngongsamba, une petite ville du Cameroun située à 150 km de Douala. Absolument. Votre père était fonctionnaire, inspecteur de la jeunesse et des sports. Votre mère, auxiliaire de vie sociale et couturière. Absolument. 9 frères et sœurs. Tout à fait. Alors, sur le plan religieux, vos parents vous donnent une éducation protestante assez rigide. Votre grand-père était pasteur. C'est l'école Formé germanique. à l'école germanique, tout à fait. Il faut savoir que le Cameroun, jusqu'en 1918, était une colonie allemande. Tout à fait. Alors, en 1977, bac en poche, vous vous envolez pour la France, direction la faculté de médecine de Grenoble. C'est difficile, hein? Mais vous restez par respect pour votre famille qui vous soutient depuis le Cameroun. Tout à fait. J'avais une mission. Voilà. C'est pendant vos études que vous rencontrez Jeannot Noubissi, camerounais lui aussi. Vous vous mariez, vous devenez pédiatre et vous faites 4 enfants avec Jeannot. Le 3e enfant, Kevin, né le 21 septembre 1991. Vous dites que c'était un garçon assez facile à élever. C'était pas un bourreau de travail, hein, mais c'était un élève courtois et poli. Et j'en ai le témoignage par tous les enseignants depuis le primaire qui m'ont écrit à la suite du drame pour me redire ce qu'ils avaient gardé comme souvenir de mon enfant. Ouais. Alors, le 12 avril 2006, Wilfried, le petit dernier, retrouve son père allongé sur un fauteuil du salon. Il croit qu'il dort et en fait, Jeannot est mort. Jeannot a été foudroyé, sans doute, par un AVC. Rien ne laissait présager. Ouais. Il travaillait, il était revenu de son boulot qui commençait à 4h du matin. Il se reposait en fin d'après-midi. Et son fils, rentrant de l'école, croyait qu'il dormait. Ouais. Il était déjà froid, en fait, quand on m'a appelé. Alors, quelques mois après le décès de son père, à l'époque, il a 16 ans, Kevin, pourtant baptisé, se convertit à l'islam. Oui. Il fait le jeûne du Ramadan, 5 prières par jour, lecture du Coran, mosquée. Mais ça se passe pas mal du tout parce que vous comprenez ça, vous discutez avec lui et ça vous fait progresser en fait dans votre foi. Vous vous mettez à prier beaucoup plus à partir de ce moment-là. Je lui disais, écoute mon fils, si ton islam c'est celui-là et qu'il t'édifie autant, eh ben, j'adhère à ton islam. Ouais. Et je vois comment tu te conduis, je vois comment tu es au milieu de tes amis. Eh bien, écoute, avec toi, j'apprendrai. Alors voilà, malgré sa paresse scolaire, Kevin décroche son bac. Il fait en plus une licence professionnelle en vente et distribution. Oui. Donc ça se passe plutôt bien pour lui. Hein. Absolument. Et dans tous ses stages, il a eu de très bonnes appréciations. Et là, le vendredi 28 septembre 2012 à 23h, le ton est neutre, froid, détaché. Votre fils Kevin est mort. Qui vous annonce ça? Celle qui m'annonce ça, c'est le médecin légiste. Ça faisait un certain temps qu'on attendait devant le parvis des urgences. Et elle sort et elle me dit, est-ce que vous êtes la maman de Kevin? Oui. Eh bien, votre fils est mort. Voilà, ça s'est fait comme ça. Alors, en fait, tout a commencé par une altercation dans les rues d'Échirolles. 2 jeunes venus du quartier de Villeneuve s'en sont pris à Wilfried, votre petit dernier, pour un mauvais regard. C'est ça, le regard qui tue. Voilà. Le soir, vers 20h, Kevin est allé voir les 2 jeunes pour leur demander de s'excuser. Ils ont répondu « pas question ». Et une demi-heure plus tard, une horde de gosses enragés, venus de Villeneuve, débarque à Échirolles pour laver l'affront. Là, ils sont cagoulés, armés de battes de baseball, de couteaux de pioche, et ils s'en prennent à Kevin et à son amie Sofiane. C'est un massacre, c'est un lynchage. En tout cas, c'est comme ça que nous l'avons vécu. Je veux dire, entre le motif initial,
qui était peut-être de laver un affront somme toute mineur. Et ce déferlement de haine, il y a un fossé que je n'arrive pas à combler. Alors, vous êtes dévasté, évidemment, par ce qui se passe. Et vous pensez à toutes ces mamans que vous avez vues pendant votre carrière, toutes ces mamans qui ont perdu un enfant, et vous dites, il y a ce voile dans leurs yeux qui ne disparaît jamais. Non. Ce deuil, on le porte tout le temps. Mais dès les premières heures du cauchemar, vous faites le choix de la vie, de l'amour. Quelle force. Très vite, vous êtes amené à poser la première pierre de votre combat pour la vie. Par exemple, il y a Boran, qui est un jeune du quartier. Pleurez pas, parce que sinon, je vais pleurer aussi. Alors, non, on va pas y arriver, vous savez. On va y arriver. Si. Je navigue Je entre sais, pleurs c'est- et sourire. Mais Boran, un jeune du quartier qui doit se marier. Et ses témoins devaient être Kevin et Sofiane. qui s'y était préparé avec beaucoup d'engouement Ouais. et de joie. Ouais, et ils veulent plus se marier. Il dit, c'est fini, ma vie, elle est cassée, je peux pas me marier. Et je dis, voilà. Et donc, je lui dis, mais c'est pas possible. On va pas donner une deuxième victoire aux agresseurs. Ouais. Enfin, voilà. Donc, si tu le permets, malgré notre âge avancé, on pourra peut-être faire de bons témoins. Voilà. Voilà. Alors, dans le quartier, ça discute, évidemment. On se dit, pourquoi Kevin et Sofiane ont été lynchés de la sorte? Ils touchent pas à la drogue, ils touchent pas aux armes, ils font partie d'aucune bande. Très sincèrement, on apprend plus tard que ces deux enfants représentent dans leur milieu des icônes. Ouais. Parce qu'ils ont, ils ont une âme, enfin, ils ont un tempérament de conciliateur. Ouais. Et dans le club de foot, ils sont des meneurs, des Voilà. coachs. hein, Voilà. voilà. Donc, c'est juste de la barbarie, quoi. C'est de la barbarie. C'est de la... Enfin, j'essaye de mettre nom à ce déferlement de haine, puisqu'ils ne connaissaient pas leurs agresseurs. Alors, quelques jours après le drame, les habitants d'Échirolles organisent une marche blanche. Tout le monde est là. Des gens de toute origine, de toute couleur, de toute religion. Est venu de plus loin que la simple agglomération. hein. Ouais. Voilà. Mais vous êtes très forte par rapport à ça. On vous appelle le docteur qui rigole dans votre quartier. Dans mon cabinet. Ça, c'est le prénom que les enfants Voilà. me donnent. Mais à l'intérieur, évidemment, c'est terrible. Mais vous êtes tellement forte que les gens pensent même, à certains moments, que vous êtes dans le déni de la mort de votre fils. C'est ça. Parce que j'accueille avec sourire. Mais comme je dis, le sourire fait partie de mon charisme et ça, on ne peut pas m'en priver. Et que je réponds avec beaucoup de dignité et de respect aux interpellations des journalistes. Ça fait partie du jeu. Des fois, vous avez des gros coups de blues. Hein. Le dimanche matin, où vous pressez les oranges, vous pensez à quel point Kevin adorait les oranges pressées. Ça me tue. Ouais. Oui. Quand vous voyez un couteau, vous voyez un Ça, c'était couteau les à premiers pain, temps. vous pensez à la lame qui transperce J'ai une image très fugitive. les poumons de votre fils. C'est ça. Ouais. C'est insupportable. Et finalement, là où vous êtes exceptionnel, c'est que 7 mois après le drame, vous découvrez au fond de vous la force de prier pour les agresseurs de Kevin. C'est un processus, en fait. Ouais. D'abord, on s'apitoie sur soi, parce qu'on est quand même dans la souffrance. Donc après, c'est pourquoi ce drame? Et pourquoi me frappe-t-il? Qu'ai-je fait? Enfin, bon, c'est tout ça. Mais les pourquoi, on n'a pas de réponse. Et pourquoi, alors que j'ai été un exemple d'intégration, je suis victime de ce que la société nous renvoie? Ensuite, je me dis, je ne suis pas la seule, en fait, dans la souffrance. Voilà, et ce morfondre ne me fera pas avancer. Et tout en priant pour me remettre, parce que je prie pour moi, bien sûr, je prie pour tous les enfants autour, parce qu'ils ont été dévastés. Franchement, ils ont été dévastés. Quand je parle des enfants, c'est les jeunes amis de Kevin, amis de mes aînés, les cadets. Donc pour eux, je me devais d'être debout. Enfin, voilà, c'est important. Et donc, je pense à eux, puis je me dis, mais ceux qui sont en prison, c'est des jeunes du même âge. Est-ce que j'imagine qu'ils vont passer toute leur vie en prison? Et j'imagine, ils n'ont pas été tous au premier plan dans cette tuerie. Je pense que certains ont été victimes de l'agissement d'autres, plus tête brûlée, je dirais. À mon avis, on n'en compte que 3 qui étaient vraiment des meneurs. Des meneurs. Les autres étant elles-mêmes victimes. Et je me disais, mais
il faut penser à eux. Je ne l'ai pas calculé, ça vient tout seul. Alors, quand on vous demande si vous pourrez pardonner, vous dites « Pour pardonner, il faut désigner des coupables, et je ne vois de part et d'autre que des victimes. » C'est vrai, je le pense vraiment. Ouais, bien sûr. On est tous victimes des maux de la société, oui. Alors, le procès aura lieu dans un an. 14 suspects ont été arrêtés, dont 2 mineurs. Aucun ne reconnaît les faits, aucun ne se sent coupable. Il y a encore beaucoup d'épreuves devant vous, Aurélie. Je crois. Mais il y a quand même une bonne nouvelle pour finir. Boran, dont Kevin et Sofiane devaient être les témoins de mariage, et son épouse, ont eu un enfant. Ils l'ont appelé Khalil, ce qui correspond à Kevin pour les musulmans. Et finalement, la vie est plus forte que la mort. C'est tout à fait ça. Hein, une espèce de flambeau et content, et la vie repart, quoi. Ouais. Hein, malgré les vicissitudes et ces drames. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi soir avec Elisabeth Guigou pour l'Europe, publié aux éditions du Cherche-Midi, merci. Michel Onfray pour Le réel n'a pas eu lieu, aux éditions Autrement. Cyril Hanouna, Touche pas à mon poste, du lundi au vendredi sur D8. Et Les Pieds dans le plat, du lundi au vendredi sur Europe 1. Chaka Ponk, leur album s'appelle The White Pixel 8. Ils sont en tournée dans toute la France. Benjamin Mas, Stamberger, Casser l'euro pour sauver l'Europe. Publié au Lien qui libère. Aurélie Moncade-Noubissi pour Le ventre arraché. Aux éditions Bayard. Merci de votre témoignage. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Je vous laisse avec Roland. Rendez-vous ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr, avec en bonus le top des vannes, l'édito de Blacko, les meilleures interviews formatées et Gaspard Proust. Salut les terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.